Bonjour, mon nom est Jessica Porcillo, je suis chirurgienne cardiaque au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et j'ai un intérêt particulier en santé cardiovasculaire de la femme. Alors aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous présenter une capsule sur l'importance de la gestion du stress dans le cadre d'une vie saine pour le cœur. Nous allons aussi effleurer le contexte de la pandémie. Alors, pour nous informer à ce sujet, je suis très contente d'accueillir la docteure Pascale Lehoux, qui est une psychologue spécialisée en santé cardiovasculaire au CHUM. Alors, bienvenue Pascale. Bonjour Dr. Porcillo. Bonjour tout le monde. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous afin de parler de ce sujet important et d'offrir des stratégies qui pourront aider à développer une meilleure résilience face au stress pour protéger la santé cardiovasculaire et la santé mentale, ce qui est particulièrement important en temps de pandémie. Parfait. Alors, nous allons commencer avec les questions, si vous êtes d'accord. Pour quelles raisons est-il important d'apprendre à bien gérer le stress? Alors, au Québec, près d'une personne sur 4 affirme avoir un niveau de stress élevé. Et depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le niveau de stress de la population générale est certainement plus important encore. Il est important de savoir que le stress n'est pas nécessairement délétère pour notre santé, qu'il est en fait essentiel à notre survie. Notre réponse au stress, qui date de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, favorise en fait l'augmentation de notre niveau de vigilance pour nous préparer à une situation stressante et nous aider à survivre. Mais un niveau élevé et prolongé de stress peut par contre être nuisible pour la santé cardiovasculaire ainsi que pour la santé mentale et la qualité de vie, d'où l'importance d'apprendre à bien gérer le stress. Dr. Lehoux, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que le stress? Le stress est en fait une réaction physiologique et psychologique qui résulte de l'instinct de survie de notre corps à se défendre contre une situation qui est perçue, à tort ou à raison, comme une menace ou un danger. Se déclenche alors une réaction instinctive de lutte ou de fuite par le système nerveux et s'ensuit toute une cascade de réactions biologiques au niveau de notre corps. Le système de réponse au stress est nommé l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien ou l'axe HPS. Lorsqu'on est confronté au stress, l'hypothalamus envoie des messagers chimiques à la glande pituitaire et de là, un second messager chimique est envoyé par la circulation sanguine aux glandes surrénales afin qu'elles sécrètent les hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline va provoquer, entre autres, une augmentation de la fréquence cardiaque, de la respiration, de la tension artérielle, afin de nous permettre d'affronter l'événement stressant. Le cortisol, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la mobilisation de l'énergie requise pour affronter le stress. Chez les gens qui ont une maladie cardiovasculaire, les manifestations physiologiques du stress peuvent être confondantes et difficiles à différencier, ce qui va également augmenter le stress. Un stress de courte durée, comme dans le cas d'urgence, est une bonne chose et nécessaire à la survie, comme par exemple s'enlever de la rue s'il y a une voiture qui arrive à toute vitesse. Par contre, les réactions de stress peuvent causer toute une panoplie de symptômes physiques et psychologiques qui peuvent être vraiment nocifs pour votre santé s'ils durent trop longtemps. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. C'est en effet très important de savoir quels sont les signes et symptômes du stress parce que pour nos patients, ça peut être confondant, comme vous l'avez mentionné. Maintenant, ma prochaine question, quel type d'épreuves ou de défis peuvent être stressants? Alors, oui, il y a toutes sortes de changements qui peuvent provoquer une réaction de stress, même ceux qui ont une connotation positive, comme par exemple une promotion ou un mariage. C'est pas seulement le changement comme tel qui va provoquer le stress, mais c'est aussi comment vous allez le percevoir et y réagir. De plus, ce qui est stressant pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. La docteure Sonia Lupien, qui est chercheure et grande spécialiste du stress à Montréal, a développé un acronyme afin d'identifier ce qui faisait en sorte qu'un événement était stressant. Son acronyme s'intitule CINE. C pour contrôle ou perte de contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour menace à l'ego ou à l'estime de soi. Et plus ces 4 facteurs du CINE sont présents, plus l'événement comme tel est considéré comme stressant. Et la pandémie en est un exemple parfait. Merci. Nous avons parlé du stress en général, mais maintenant, quels sont les impacts du stress sur le système cardiovasculaire? Il existe, selon les scientifiques, en fait, 2 voies essentielles par lesquelles le stress chronique a un effet pathogénique sur la santé cardiovasculaire. La première voie, pathophysiologique, augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire ou d'aggraver celle-ci si elle est déjà présente. Le stress chronique peut mener à l'activation persistante de l'axe HPS
et à une dérégulation du système nerveux sympathique qui est responsable de notre réponse au stress. La conséquence est un effet systémique étendu sur notre corps et quelques exemples sont une inflammation plus prononcée, la résistance à l'insuline et le diabète, l'augmentation du cholestérol, la fréquence cardiaque et la tension artérielle hyperréactive en réponse au stress. La deuxième voie, c'est la voie comportementale, qui contribue de manière indirecte au développement des maladies cardiovasculaires par le biais des facteurs de risque liés au développement des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est l'exemple d'une pauvre qualité alimentaire ou de la suralimentation, la sédentarité, du tabagisme, la consommation d'alcool ou de drogue, d'une pauvre hygiène de sommeil et d'une non-adhésion à la prise de médication ou aux recommandations médicales. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile de mener une vie saine et de bien suivre les recommandations médicales afin d'optimiser les habitudes de vie lorsqu'on est confronté à un stress important. Le stress peut aussi augmenter le risque de souffrir de dépression, qui est elle-même un facteur de risque au niveau du développement des maladies cardiovasculaires. Tout ce que vous avez mentionné est intéressant, surtout le fait des facteurs de risque. Et ce qui me mène à ma prochaine question, puisque les hommes et les femmes, on a des facteurs de risque qui sont un petit peu différents pour certaines maladies. Donc, est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus susceptibles que les hommes à être vulnérables au stress? En fait, c'est une excellente question, Dr. Porcio, et la littérature est très complexe face à celle-ci. En fait, selon plusieurs études, les hommes et les femmes ne réagiraient pas de la même façon face au stress. On sait que les femmes ont plus de diagnostics de troubles psychiatriques liés au stress que les hommes. Alors, c'est le cas de la dépression, des troubles anxieux et de l'insomnie, par exemple. Quelques études montrent aussi que les femmes qui font l'expérience de stress et de détresse psychologique seraient à plus haut risque de développer une maladie cardiovasculaire comparativement aux hommes. De plus, une revue de littérature récente a mis en évidence que le stress semble avoir des impacts délétères sur le risque de développer une maladie cardiovasculaire de façon différente chez les hommes et les femmes, et ce, par le biais de facteurs de risque différents. Alors, différentes hypothèses sont évoquées pour expliquer ces différences. Le lien entre les rôles multiples et le stress, c'est la première hypothèse. En fait, les femmes occupent des rôles multiples et doivent composer de façon simultanée avec des responsabilités professionnelles et familiales, et ça a été identifié comme étant un facteur de plus grande vulnérabilité face au stress comparativement aux hommes. Il y aurait aussi un lien entre le revenu, le niveau de vie et la santé. Le statut socio-économique des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes. Et certaines études ont montré que les femmes qui ont un niveau socio-économique inférieur ainsi qu'un niveau d'éducation plus bas ont plus de chances de développer une maladie du cœur que les femmes qui ont un niveau socio-économique plus élevé et un niveau d'éducation plus élevé également. On a aussi avancé l'hypothèse que les femmes ont une plus grande vulnérabilité au stress pendant certaines phases du cycle de vie. Alors, la ménarche, les grossesses et la ménopause causent des fluctuations d'hormones qui pourraient augmenter l'incidence des maladies cardiovasculaires dans le futur chez les femmes. Finalement, les femmes ont une réponse inflammatoire plus prononcée et une sécrétion de cortisol plus importante face au stress que les hommes. Alors, malgré toutes ces différences, il est très important pour les hommes, autant que pour les femmes, d'apprendre à bien gérer l'impact du stress sur leur santé et de développer des outils pour augmenter leur résilience face à celui-ci. C'est très intéressant. Maintenant, puisqu'il peut y avoir de la confusion entre les signes et symptômes reliés à une maladie versus au stress, pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, quels sont les signes et symptômes reliés au stress? Oui, en fait, comme le stress est une expérience bien personnelle, il est important d'apprendre à reconnaître ses propres réactions face au stress afin de mieux les gérer. Les signes et symptômes de stress, qui peuvent être considérés comme des signaux d'alarme, peuvent être regroupés, comme vous le voyez sur cette diapo, en 3 grandes catégories. Les signes et symptômes physiques, comme par exemple le fait d'avoir des douleurs au dos lorsqu'on est stressé. Les signes et symptômes psychologiques, le fait d'être nerveux ou anxieux. Et les signes et symptômes comportementaux, par exemple le fait de trop manger ou de faire trop de choses à la fois lorsqu'on est stressé. Donc, bien important de reconnaître ses propres signes et symptômes bien personnels pour être capable d'aller chercher des stratégies qui vont vous permettre de réduire vos réactions au stress lorsque vous y êtes confronté. Et pour les patients ou le public en général, si jamais vous avez des hésitations, même en temps de pandémie, il est toujours mieux de consulter à l'urgence pour se rassurer face à nos symptômes. Alors, pour la prochaine question, avez-vous des stratégies pour nous aider à bien gérer notre stress afin d'en réduire les conséquences physiques et psychologiques? Oui, tout à fait.
Dr. Forcillo existe plusieurs stratégies. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, reconnaître ses propres signes et symptômes qui indiquent que vous êtes stressé, très important. Reconnaître aussi les situations où vous êtes à risque d'éprouver du stress pour être capable d'aller chercher des stratégies qui vont vous aider. Alors, chaque personne est différente à cet égard. De bien prendre soin de votre santé physique et cardiovasculaire aussi. Ça peut avoir un effet très apaisant de savoir qu'on fait tout ce que l'on peut pour prendre soin de notre santé. Alors, quelques stratégies qui peuvent vous être utiles, d'être présent à tous vos rendez-vous médicaux, de bien prendre votre médication, de suivre toutes les recommandations de vos équipes médicales, de poser vos questions, puis de consulter au besoin. De bien optimiser vos habitudes de vie est tout à fait important chaque jour, mais devient encore plus important en temps de stress. Alors, on semble mieux tolérer le stress lorsque on se sent plus énergique et reposé. Le même problème qui semble insurmontable lorsqu'on est fatigué semble tout à fait gérable lorsqu'on est reposé et plein d'énergie. Alors, les recommandations principales pour augmenter votre niveau d'énergie sont les suivantes. De pratiquer de l'activité physique régulièrement. Ça améliore l'humeur, les fonctions cognitives et réduit les effets pathophysiologiques du stress chronique. De manger sainement. Alors, de suivre les recommandations nutritionnelles pour votre santé cardiovasculaire et aussi de limiter les stimulants. Le thé, le café, le chocolat, les boissons gazeuses brunes, car celles-ci augmentent l'anxiété et peuvent porter atteinte à votre sommeil, qui est très important de protéger pour augmenter votre résilience face au stress. Et on vous suggère également de cesser de fumer pour augmenter votre niveau d'énergie et protéger votre santé cardiovasculaire également. De pratiquer des exercices qui vous permettront d'apaiser directement votre système nerveux sympathique qui est responsable de votre réponse au stress. On pense ici à toutes les stratégies qui sont basées sur la respiration abdominale, telles que la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque, le yoga, le tai chi, le qigong. Donc, plusieurs stratégies utiles à cet égard. De rester en contact avec vos proches et de prendre soin de vos relations, de rire et de cultiver votre sens de l'humour, d'éviter ou de modifier votre approche face à certaines situations stressantes. Donc, c'est plus difficile en temps de pandémie parce qu'on est confronté à une situation qu'on ne peut éviter. Alors, quelques stratégies ici, c'est d'apprendre à mettre vos limites et à dire non, d'éviter de surcharger vos horaires, de vous fixer des objectifs réalistes, avoir de la compassion pour vous si vous ne les atteignez pas, et de vous préparer du mieux possible aux événements stressants, comme par exemple d'aller à l'urgence si vous ressentez des douleurs cardiaques en temps de pandémie. Et finalement, de consulter au besoin si votre niveau de stress vous préoccupe ou vous cause de la détresse psychologique. Il existe plusieurs spécialistes de la santé mentale qui peuvent vous aider à cet égard. Merci pour tous ces bons conseils. Alors, j'imagine que c'est normal, mais je vous pose la question quand même. Est-ce normal d'être stressé en temps de pandémie? Alors oui, Dr. Forcillo, tout à fait. Nous réagissons à une menace à notre survie et nous devons nous adapter à toute une panoplie de changements au niveau de la société auxquels nous ne sommes pas habitués afin de ne pas être contaminés et de survivre. Donc, la pandémie constitue une menace imprévisible et universelle sans précédent avec des multiples conséquences présentes et futures sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Les patients, les médecins, les professionnels de la santé sont confrontés simultanément aux mêmes stresseurs. Il y a également un caractère ouvert et sans fin de la pandémie. On est passé d'un état d'urgence ou de stress aigu en mars 2020 à un état de marathon à l'heure actuelle ou un état de stress chronique. C'est difficile aussi de maintenir notre distanciation, le lavage des mains et le port du masque à long terme. C'est exigeant et épuisant, même s'il faut continuer à le faire. C'est aussi difficile de continuer à travailler lorsqu'on est confronté à la peur, à l'épuisement, à l'impuissance. Et on pense ici aux professionnels de la santé, aux professionnels qui travaillent dans le domaine de l'éducation, par exemple. Il y a aussi une tension entre bien faire son travail et se protéger, qui peut être épuisante à la longue. Et il y a des impacts énormes du confinement sur la santé psychologique, comme le soulignait le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik, qui a fait beaucoup de travail sur la résilience. Le confinement est une énorme agression au niveau du cerveau parce qu'en fait, nous sommes privés de notre tranquillisant naturel qui sont nos contacts avec nos proches. Il y a aussi une fragilisation de la santé mentale et plus de détresse psychologique chez la population en général. Alors, plusieurs craintes peuvent apparaître dans ce contexte et les gens vont être portés à se poser des questions existentielles, à savoir est-ce que je vais être contaminé, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais survivre, que va-t-il advenir de notre monde? Est-ce que c'est sécuritaire d'aller à l'hôpital si j'ai un malaise cardiaque?
Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Alors, toutes des questions qui sont tout à fait pertinentes et normales en ces temps difficiles. Absolument, c'est une période très stressante. Vous nous aviez donné un petit peu plus tôt des stratégies de comment bien gérer son stress. Maintenant, pourriez-vous nous expliquer comment bien prendre soin de nous dans un contexte qui est justement difficile? Alors, oui, tout à fait, Dr. Forcio. Dans le contexte de la pandémie, c'est très important de continuer à développer toutes les stratégies dont je vous ai parlé précédemment pour gérer votre stress. La constance est très importante. Quelques petits points à rajouter qui pourraient vous être utiles, c'est de bien suivre les consignes de la sécurité publique, de vous présenter à l'urgence si vous avez des malaises cardiaques, même si vous avez peur d'attraper la COVID. Toutes les minutes comptent pour protéger votre cœur en cas d'infarctus ou votre cerveau en cas d'AVC. C'est important de savoir que votre équipe médicale réévalue constamment la priorisation de vos dossiers. C'est important de vous informer, mais de réduire votre exposition aux médias, d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et de vous centrer sur toutes les choses que vous pouvez faire pour reprendre le contrôle. Donc, optimiser toutes les stratégies de résilience face au stress, c'est un très bon exemple. De garder une routine stable, de rester en contact avec votre famille et vos amis, donc de développer des stratégies où vous aurez des contacts téléphoniques ou virtuels réguliers avec eux, des repas virtuels, de partager régulièrement avec vos collègues de travail, de cultiver la gratitude et le bonheur et de faire des actes de gentillesse. Non seulement c'est excellent pour la santé cardiovasculaire, mais aussi pour favoriser la résilience face au stress, de vous exposer à la nature. On parle ici du Shinrin-yoku, qui est une pratique de marche en nature qui a été développée au Japon dans les années 80. Ça a un impact favorable sur l'humeur, les fonctions cognitives et le système immunitaire. De donner un sens également à votre expérience, très important en temps de pandémie. Donc, de réfléchir à la raison pour laquelle on accepte les restrictions, soit pour le bien collectif, pour l'effort de société qui est requis pour garder nos proches plus vulnérables en vie et de protéger notre précieux système de santé. C'est aussi une occasion de reprendre contact avec vos valeurs personnelles et de prendre du recul. C'est important de garder espoir, de considérer que la COVID-19, la pandémie de la COVID-19, c'est une situation temporaire et que l'histoire nous montre que nous allons pouvoir nous en sortir. C'est important de continuer dans ce cadre à faire des projets post-COVID pour garder cet espoir et le cultiver. Alors, c'est très intéressant et merci. Vous nous avez donné des conseils et des stratégies qui sont très importantes, mais cependant, si on atteint un point où ces stratégies-là ne fonctionnent plus, pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, comment obtenir de l'aide pour un soutien psychologique? Alors oui, avec plaisir, Dr. Forcio. Il existe plusieurs façons de rechercher du soutien ou de l'aide psychologique lorsqu'on est en détresse en raison du stress. Donc, prenez bien note des ressources qui sont indiquées sur les diapositives qu'on vous présente actuellement. Il ne faut surtout pas hésiter à consulter des spécialistes en santé mentale si vous ressentez de la détresse psychologique, si vous êtes stressé. C'est une très bonne façon de protéger votre santé cardiovasculaire, votre santé mentale et de maintenir votre qualité de vie, tout particulièrement en temps de pandémie. Alors, ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide psychologique, mais plutôt un signe de résilience et de courage. Merci beaucoup, Dr. Lehoux. C'était très éducatif. Il y a eu beaucoup d'informations dans cette présentation. C'est très important la gestion du stress pour le bien-être de notre cœur, mais également pour notre santé mentale en ce temps assez difficile. Alors, en mon nom et au nom de Dr. Lehoux, nous vous remercions pour votre attention en espérant que cette capsule vous aura été utile. Merci. Merci.